Particulièrement heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sujet me tient à cœur. Nous en avons parlé lors de ma campagne électorale avec Caroline. Il faut savoir que je travaille pour le Mont-Légia et que dans mes attributions à l'hôpital, je travaille beaucoup sur l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques. C'est comme ça qu'on dit maintenant, donc les personnes avec un handicap. Donc nous avons parlé avec Caroline pendant la campagne en disant il faudrait absolument qu'on travaille sur la sensibilisation du public à la différence. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'échevine, je pense que tous mes échevinats sont touchés par ce sujet qui est vraiment important. Je suis échevine de l'enseignement et j'ai des directrices d'école dans le public et qui savent très bien que c'est important. Je suis échevine de l'égalité des chances et pour moi c'est vraiment important de donner la chance à chacun de pouvoir progresser et d'être compris pour être accompagné de manière optimale. Je suis échevine aussi de la santé et donc là ça me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner. Et dernièrement, je suis échevine de l'égalité des chances et c'est vraiment important. Je crois que j'ai déjà dit. Oui. Voilà. Donc pour moi, c'est important. Alors, il y a un adage que j'aime beaucoup, quel que soit l'échevinat qui m'est attribué, c'est mieux comprendre pour mieux aider. Et je crois que c'est vraiment important. Alors, quand Caroline m'a parlé de la problématique des 10, je dois vous avouer, et ici j'ai l'institutrice de mes enfants quand ils étaient tout petits, je viens de la voir maintenant, on ne parlait pas de ça quand mes enfants étaient petits. Et donc, est-ce que le problème de 10, il y a beaucoup de 10 parce qu'on en parle maintenant, ou bien est-ce que, et ça c'est plus grave, on a peut-être laissé avant passer des enfants dans des difficultés et une non-compréhension parce qu'on ne parlait pas de ça. Et je pense que c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne. Et donc, je suis particulièrement contente qu'on réfléchisse entre citoyens, comment on peut accompagner des enfants et même, on en a parlé tout à l'heure, des adultes qui ne se connaissaient pas 10 et qui maintenant peuvent être accompagnés et peuvent être plus heureux par après. Voilà. Alors, je suis aussi contente parce que nous avons des flaironnés. Et donc, on a des compétences dans notre commune, et ça, c'est super important. Nous avons Caroline, qui est formée à la communication alternative, elle va vous expliquer. Nous avons Elisa Van Nieuwenborg, qui est magnétoise et qui est neuropsychologue, donc qui va prendre la parole aussi. Nous avons, là pas une fléronnaise, mais avec Clara Fonzny, qui est ergothérapeute, et nous avons aussi Cindy Blais, qui travaille avec Caroline au sein de la SBL, le lycée de Julie et Pablo. Okay. Voilà. Donc, je vous cède la parole. Ce que je vais vous dire, c'est qu'après, nous vous offrirons un verre. On pourra encore discuter après pour ne pas devoir poser trop de questions. J'aime bien quand il y a une bonne gestion du temps. Donc, pour moi, il y a la conférence. On posera 4 à 5 questions et puis on prendra un verre ensemble. Et s'il y a encore d'autres questions, on peut discuter avec les orateurs. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Je voulais dire aussi que je remercie vraiment tous mes services parce que sans eux, cette conférence-là n'existerait pas. Voilà. Nous tenions à remercier le collège communal de Fléron et Madame l'échevine, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, échevine au plan de cohésion sociale de l'enseignement, de la santé et de l'égalité des chances, pour cette belle salle, le bel accueil et l'organisation conjointe. Nous remercions également Madame de Sales et ses collègues qui ont beaucoup travaillé pour préparer tout cet événement. Ils ont reçu beaucoup de mails, etc. Merci à Mesdemoiselles Fonzny et Madame Van Nieuwenborg pour leur intervention bénévole pour cette soirée et merci aussi à vous tous pour votre écoute. Je suis ergothérapeute, je me spécialise en orthopédagogie
Et je travaille dans une ASBL à Serein qui s'appelle Simila. C'est une ASBL où on travaille avec des enfants à besoins spécifiques dans l'inclusion scolaire mais aussi extrascolaire. Donc vraiment essayer de réunir tous ces enfants ensemble. Mon travail dans la SBL est plus porté sur l'apprentissage de l'outil informatique. Donc j'ai vraiment un panel ergo là-bas, mais la grosse demande, c'est de mettre en place cet outil. Et donc, qu'est-ce que déjà l'ergothérapie? Donc l'ergothérapie, c'est un métier assez large. Donc on peut travailler avec tout type de personnes, de tout âge. Hein, ça va de 0 à 99 ans et plus, si c'est possible. Et donc, on peut travailler dans tout service. On peut aller en gériatrie, on peut aller en école, on peut aller en service psychiatrique, revalidation physique, etc. Et notre objectif principal, c'est donc de rendre les personnes, nos patients, autonomes et indépendants. Donc, ils prennent eux-mêmes leurs décisions et qu'ils fassent les choses eux-mêmes et qu'on évite tout le temps de les aider. Donc voilà, donc moi je travaille principalement avec les enfants et surtout aux troubles de l'apprentissage. Voilà. Bonjour, donc Elisa Vaniel-Bork, neuropsychologue. Alors en tant que neuropsychologue, mon travail consiste à évaluer les difficultés d'apprentissage chez l'enfant, l'adolescent et parfois l'adulte. Donc pour ça on va évaluer les fonctions cognitives. Parmi les fonctions cognitives, on a notamment les fonctions attentionnelles, l'attention visuelle, l'attention auditive, l'attention divisée, l'attention soutenue. On évalue aussi les fonctions exécutives, l'impulsivité motrice, l'impulsivité cognitive, la flexibilité, la planification. On évalue également la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, les fonctions visuospatiales et praxiques. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec les gestes graphomoteurs, la perception de la 3 dimensions. Et enfin, on peut également évaluer la perception sociale. Donc là, c'est tout ce qui est théorie de l'esprit, le décodage des émotions, la compréhension de tout ce qui est plus implicite. Et ça, c'est plus dans le cas de suspicion d'autisme. Et puis, suite à cette évaluation, on peut proposer une rééducation pour les fonctions déficitaires qui ont été mises en évidence lors du bilan neuropsychologique et proposer des aménagements raisonnables en fonction des difficultés. Donc voilà, mon travail est fort similaire à celui de la logopédie. Souvent, on me confond avec les logopèdes. Mais les logopèdes sont davantage orientés vers tout ce qui est langagé, langage écrit, langage oral, donc tout ce qui est troubles, dysorthographie, dyslexie, dysphasie. Et en tant que neuropsychologue, nous, on va plus se concentrer sur tout ce qui est troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, l'autisme, le haut potentiel, la dyspraxie, la dysgraphie, etc. Donc voilà. Donc, quand sommes-nous en double tâche? J'imagine que la majorité des personnes qui sont dans cette salle ont leur permis de conduire et donc n'éprouvent, du moins je l'espère, aucune difficulté pour gérer les pédales, la vitesse et faire attention à ce qu'il y a sur la route. Mais rappelez-vous votre tout premier départ en voiture, c'était certainement très stressant. Et votre moniteur d'auto-école devait encore vous rappeler peut-être une priorité de droite ou une zone 30, par-ci, par-là. Mais heureusement, pour vous, votre cerveau a permis d'automatiser la conduite et donc de pouvoir ne plus se concentrer sur la gestion des pédales et des vitesses et de simplement pouvoir vous concentrer sur la gestion de la route. Donc c'est ça, la double tâche et l'automatisation du geste. Alors, ici... Donc, ici, notre cerveau, il n'est pas conçu pour effectuer 2 tâches qui demandent de la concentration en même temps. Il faut qu'on automatise une des tâches pour pouvoir vraiment faire l'autre tâche de façon efficace. Et donc, c'était vraiment ici l'objectif de cette conférence, c'est de comprendre que l'enfant, par exemple, je vais vous donner un exemple bref, un enfant qui a des difficultés au niveau de la réalisation des gestes, quand il va être en train d'essayer d'attacher son manteau, il ne va pas pouvoir en même temps se concentrer sur ce que l'enseignante est en train de donner comme consigne oralement. Et donc, c'est vraiment ici, l'objectif, c'est de comprendre qu'en fait, les enfants avec le trouble des apprentissages sont souvent en double tâche.
Donc la double tâche, comme on vient de l'expliquer, c'est vraiment, ici, on parle d'automatisation dans cette double tâche. Donc il faut savoir déjà que nous, en tant qu'être humain, on a deux types de gestes. On a le geste volontaire et le geste involontaire. Alors le geste involontaire, c'est comme par exemple le cœur. Le cœur est un muscle. Et alors maintenant, si je vous demande à tous d'essayer d'arrêter de faire battre votre cœur, vous n'y arriverez pas. Si je vous demande de le faire accélérer maintenant assis, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement involontaire. Vous ne le gérez pas. Ce qu'on gère, c'est le geste volontaire. Le geste volontaire, c'est tous les gestes de la vie quotidienne qu'on apprend en étant petit et puis qu'on continue à faire plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire, utiliser le compas, les ciseaux, mais aussi se servir un verre d'eau, allumer la télé, utiliser la télécommande. Enfin, c'est vraiment tous les gestes de la vie quotidienne. Alors ici, ce qu'on va faire, moi je vais peut-être prendre un exemple, l'exemple du verre d'eau. Donc prenons un enfant qui se sert la première fois son verre d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Le verre va tomber, la bouteille va glisser de ses mains, il y aura de l'eau partout, ça va être un peu maladroit. Pourquoi? Parce que le cerveau ne connaît pas ce geste. Il n'a jamais vu et jamais eu ces informations auparavant. Donc c'est tout nouveau pour lui. Ensuite, plus il va faire ce geste, plus le cerveau va commencer à reprendre les informations. Le poids de la bouteille, viser l'eau dans le verre. L'eau, elle change de côté, donc la bouteille a un poids différent au moment où on bascule. Donc tout ça, le cerveau va intégrer la malléabilité aussi de la bouteille. Hein, c'est quand même mou, hein, ce plastique. Et donc ça, l'enfant, plus il va répéter ce geste, plus le cerveau il va commencer à intégrer un petit peu les informations. Il va se dire, ah ben oui, à un moment, le tiroir me servira un verre d'eau, va être rempli d'informations. Et après ça, quand les gestes seront faits, on aura fait plusieurs fois ce geste-là, l'enfant va pouvoir se servir un verre d'eau sans renverser et voilà, sans renverser. Et donc ici, qu'est-ce qu'on dit? En fait, ce geste-là aurait été automatisé par le cerveau. Donc la première fois qu'il le fait, vous pouvez lui parler, il peut avoir la télé allumée, il va se concentrer que sur son verre d'eau. Parce que ce n'est pas automatisé. Une fois que ce tiroir est fermé avec toutes les informations, là, l'enfant va automatiser la tâche, donc va pouvoir vous écouter, vous répondre, écouter la radio, écouter la télé, peu importe. Et donc, en fait, le cerveau est bien fait parce que grâce à ça, quand on automatise nos gestes, eh bien, en fait, on va économiser de l'énergie. Et l'enfant ne va plus juste se concentrer sur une chose, sur une tâche qui était se servir un verre d'eau, mais il va pouvoir continuer à parler avec un interlocuteur. Et donc là, on a vraiment une automatisation et donc on est dans une double tâche plus simple puisque il y aurait une tâche automatisée, il pourra additionner d'autres tâches qui ne le sont pas. Donc par exemple, on a voulu quand même essayer de vous faire participer à cette formation. J'aimerais bien vous faire essayer. Alors je ne sais pas si vous avez des crayons ou quelque chose pour écrire. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire semblant d'écrire dans les airs, ça marche aussi très bien. En fait, je vais vous demander d'écrire le mot chlorophylle. Mais en même temps, je vais taper, il va falloir me dire le nombre de fois où j'ai tapé pendant que vous avez écrit le mot chlorophylle. Bien évidemment, on va vous mettre en situation à l'école, hein, on ne va pas faire de faute d'orthographe, tout le monde sait écrire chlorophylle. Donc si vous n'avez pas de crayon, faites le test, c'est sympa. Vous pouvez commencer à écrire le mot chlorophylle. Ok, alors qui a réussi à écrire en entier le mot chlorophylle? Oui. Est-ce que vous avez réussi à compter le nombre de fois où j'ai tapé? 12, non? Ok, j'ai tapé 10 fois, pour vous dire. Mais en fait, voilà, ici, vous venez d'être, allez quoi, 20 secondes dans la peau de quelqu'un qui a des problèmes de double tâche. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé d'écrire le mot chlorophylle, on ne l'écrit pas tous les jours dans sa vie, donc on ne connaît pas vraiment l'orthographe, ce mot n'est pas automatisé en fait, à part si vraiment quelqu'un l'utilise tout le temps, tant mieux, mais
c'est assez rare. Donc connaître l'orthographe, l'écrire d'une belle façon, d'une belle calligraphie, c'est tout. On vous a demandé tout ça dans juste écrire le mot chlorophylle. Et en plus de ça, je vous ai demandé de compter le nombre de fois où je tapais sur le micro. Et donc là, en fait, je vous ai rajouté une tâche qui n'est pas non plus automatisée parce que vous ne pouvez pas deviner combien de fois je vais le faire. Et alors là, vous étiez en double tâche. Alors juste 30 secondes, mettez-vous à la place de ces enfants qui, eux, c'est toute la journée. Imaginez d'écrire toute la journée chlorophylle et devoir compter le nombre de fois où je tape dans le micro. Voilà, ça c'est un enfant qui a difficile à automatiser. Donc c'est très très fatigant. Donc voilà, notre cerveau est outillé pour éviter justement ces doubles tâches. Comme Clara vient de vous l'expliquer, à un moment donné, le cerveau automatise ces procédures. Et c'est grâce à la mémoire procédurale qui permet de réaliser une procédure justement sans se poser de questions. Donc la première fois qu'on a été dans la situation, on était en situation d'apprentissage, puis ensuite on s'entraîne, on répète, et puis on commence à l'automatiser. Et c'est grâce à la mémoire procédurale qu'une fois où on se situe dans une autre situation, mais une situation similaire, qu'on arrive à reprendre ce schéma qu'on a encodé. Bien sûr, ces procédures, pour qu'elles soient encodées, il faut beaucoup d'entraînement. Mais généralement, une fois qu'elles sont encodées, elles sont acquises pour la vie. Et du coup, elles permettent la fois suivante, les prochaines fois, de permettre de faire la tâche de façon beaucoup plus rapide. Et du coup, elles limitent l'effort cognitif lors de la réalisation de cette tâche. Et enfin, du coup, elles permettent de libérer la concentration pour faire autre chose en même temps. Alors, je ne peux pas passer à côté de de parler de cerveau et de ne pas parler de prendre soin de son cerveau. Que ce soit dans le cadre de troubles 10 ou non, il est important de prendre soin de son cerveau. Alors, on a notamment le facteur sommeil qui est important. Quelqu'un qui ne dort pas suffisamment d'heures aura une diminution de la vigilance et donc ça entraîne de l'agitation, de l'irritation, de la somnolence. Donc il est important de dormir un nombre d'heures suffisant. Pour les enfants de 3 à 5 ans, on préconise de dormir 11-13 heures. De 5 à 12 ans, c'est 10-11 heures. Et de 12 à 18 ans, on préconise 8-10 heures. Il y a également les écrans qu'il faut limiter. Parce que ça a un effet négatif sur le cerveau. Normalement, pas de TV avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. Internet, c'est après 9 ans et les réseaux sociaux après 12 ans. Et l'idéal, ce serait d'arrêter les écrans 1 heure à 1 heure et demie avant d'aller dormir. Il y a également l'alimentation qui est importante, bien s'hydrater. L'alcool, les substances nocives, ce n'est pas bon pour le cerveau. Et alors, il y a aussi le facteur stress qui est important à prendre en considération, notamment pour les enseignants lors des évaluations. On se rend compte qu'en situation de stress, on peut sécréter 2 types d'hormones. Il y a l'hormone, l'adrénaline, qui donne un coup d'accélérateur sur le plan interne, mental comme physique, qui est dit bon stress. Et puis malheureusement, des fois, on peut sécréter l'hormone cortisol, qui, elle, inhibe les capacités de mémorisation. Et donc ça, c'est le mauvais stress. Alors, il y a différentes zones cognitives ici dans le cerveau qui sont illustrées de façon assez grossière, mais pour que vous ayez une idée. Et les enfants, ou les adolescents, ou les adultes qui ont un trouble 10 ont un dysfonctionnement dans une ou plusieurs zones du cerveau. Alors, il est important d'effectuer des bilans complets, logopédiques, neuropsychologiques, etc., pour vraiment identifier où se situe le dysfonctionnement, parce qu'en fait, un symptôme identique, on peut avoir des causes différentes. Donc je m'explique. On peut avoir un enfant deux enfants qui ont des difficultés attentionnelles, et peut-être que l'un des enfants a un réel trouble de l'attention, un dysfonctionnement à ce niveau-là, mais peut-être qu'un autre enfant, en fait, a des difficultés au niveau de la zone motricité et visuospatiale, qui engendrent en fait des difficultés attentionnelles. Mais pourtant, le dysfonctionnement ne se situe pas au même endroit. Et donc, on ne va pas rééduquer de la même façon, et on ne va pas proposer exactement les mêmes aménagements. Et à l'inverse, une même cause peut
engendrer en fait des symptômes différents. Donc, on peut avoir, par exemple, 2 enfants dyspraxiques qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est pas parce qu'on est dyspraxique qu'on rentre dans une case et qu'on a exactement les mêmes symptômes que son voisin dyspraxique aussi. Et donc, c'est pour ça aussi que les aménagements sont à mettre en place en fonction de l'enfant. Et tout ne fonctionne pas avec tous les enfants. Donc ici, on va peut-être vous parler un peu des troubles d'apprentissage. Donc dans les troubles d'apprentissage, on trouve tout ce qui est troubles 10 et HP et TDA avec ou sans H. Donc ça, on vous explique. Donc on va commencer par la dyslexie. Donc la dyslexie, hein, c'est un trouble de la lecture ralentissant ou empêchant l'acquisition et l'automatisation du langage écrit. Donc la lecture a un impact bien évidemment sur l'écriture. Alors comment est-ce qu'on peut identifier ces enfants-là? Alors bien évidemment, il faut apprendre avec des pincettes. Hein. Si vous voyez un enfant qui a un de ces symptômes-là, c'est peut-être pas parce qu'il est peut-être pas directement dyslexique. Donc c'est une incapacité de faire des rimes puisque les sons pour lui ne se ressemblent pas. C'est un déficit au niveau de la mémoire verbale. Il ne va pas réussir, comme il n'arrive pas à capter les mots en les lisant, il ne va pas réussir à les stocker. Ils sont des enfants qui lisent très lentement. Difficulté de répétition de ce qu'on leur dit, difficulté de discrimination des sons, hein, c'est vraiment un problème au niveau des graphèmes et des phonèmes. Lenteur du déchiffrage du mot, donc vous allez vraiment dans les enfants qui vont découper les mots, une mauvaise compréhension du texte lu et une inversion des lettres. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut trouver chez un dyslexique. Par exemple, si on regarde un peu la photo, je trouve qu'elle est assez parlante. On a un garçon qui arrive ici à lire correctement la consigne et il arrive déjà à se dire « Ah oui, ok, donc il doit faire un périmètre. » Il est en train de dire « Ah oui, je dois faire ça comme calcul. » Ici, on a un dyslexique qui lit, il lit le périmètre d'un carré. Enfin, je ne veux pas vous tout lire, mais c'est vraiment comme ça. Ils sont en train de hacher les mots et alors tout ce qu'il dit à la fin « Ah ok, c'est un calcul. » Et en fait, il a pas du tout lancé son raisonnement. Donc c'est ça la difficulté aussi, la grande difficulté chez les dyslexiques. Le dysorthographique, c'est souvent lié à la dyslexie. Donc c'est ici un truc comme on l'entend dans le mot, je ne vais peut-être pas tout le temps lire, c'est vraiment des difficultés au niveau de l'orthographe. Donc si vous avez des enfants qui vont écrire comme ils entendent. Donc on peut souvent associé à la dyslexie, je l'ai dit, identification des sons et leur conversion en lettres. Donc c'est difficile de savoir que le P, c'est un P. Pour eux, c'est un bête son, quoi. Mémoriser, écrire les sons complexes, maîtriser les règles grammaticales et lexicales. Vous aurez beau leur apprendre les pluriels, la conjugaison, ils le sauront. Vous leur demandez à l'oral, ils vont vous les réciter par cœur. Mais il ne faut pas leur demander de le faire. Ils vont pas en écrivant, ils ne vont pas penser à ça. Donc ça, c'est la dysorthographie. On a la dysphasie, donc ça, c'est tout ce qui est problème au niveau du langage oral ou la compréhension. Donc vous avez des enfants qui ont difficile de sortir les mots, difficile de se faire comprendre ou alors de vous comprendre. Donc parfois, vous avez des enfants qui parlent tout à fait normalement, mais ils sont dysphasiques. Pourquoi ? Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est une autre zone du cerveau qui est touchée. En fait, c'est la compréhension qui est touchée. Et parfois, il faut un peu parler avec des consignes très très simples, comme un peu un enfant plus jeune que son âge. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce sont des enfants à 2 ans. Ils ont peu de mots. Normalement, à 2 ans, vous avez une 50aine de mots dans votre lexique. Ces enfants-là, ils n'ont même pas la moitié. Apprentissage du langage est lent. Donc, ils vont parler très très tard. Enfin, plus tard, en tout cas. Et parfois, seules leurs familles peuvent les comprendre parce qu'il a vraiment tellement difficile à articuler ces mots qu'il a un peu son propre dialecte, je veux dire, parce que ça ne ressort pas comme les mots que nous, on comprend. À 3 ans, et donc il ne fait pas des phrases pas plus longues que 3 mots. Hein, donc je suis Clara. Ne pose pas de questions, ils vont souvent éviter à vous poser des questions, ou alors ce qu'ils vont faire, parce qu'ils sont très intelligents, ils vont vous poser une question, qu'ils vont vous lancer sur un sujet, comme ça eux ils ne vont pas parler. Ils sont pas bêtes. Hein. Et ils cherchent souvent leurs mots, et donc ils évitent vraiment de parler en société, et même parfois à leur famille proche. On a ensuite la dyspraxie, donc là on est en train de voir tous les 10. Hein. La dyspraxie, donc c'est une anomalie de la planification et de l'automatisation du geste volontaire, comme tout à l'heure on en a parlé.
Et donc ça se traduit par une difficulté de réalisation des praxis. Donc c'est vraiment tous les gestes quotidiens. Gestes au niveau des mains, mais au niveau des pieds, marcher, courir, sauter. Donc ce sont des enfants, en fait c'est la dyspraxie, on appelle ça les enfants maladroits. Donc des enfants qui vont se trébucher, des enfants qui vont renverser, des enfants, ne leur demandez pas de ranger le lave-vaisselle parce que vous n'aurez plus de vaisselle à la fin, parce qu'ils vont faire tomber. Ce sont des enfants qui n'aiment pas colorier, qui n'aiment pas les puzzles, parce que tout ça c'est de la manipulation, de la motricité fine. Les Lego aussi qui n'aiment pas, ils ont du mal à apprendre à nager, même, peu importe le sport, c'est difficile, parce que c'est bouger le corps de façon un peu complexe pour eux. Donc ça c'est la dyspraxie. Et la dysgraphie c'est un problème au niveau du mouvement graphique, donc d'écrire. Ce sont des enfants, vous pouvez faire des lignes de A, de B, de C, de D, de tout ce que vous voulez, toute l'année, les remettre ça en plus en vacances, ils ne vont pas réussir à écrire correctement. C'est vraiment un problème. Ici, on est bien dans des troubles et pas dans de la maladie. Donc le trouble, ça ne se soigne pas. Donc voilà, ça reste. Et donc, alors ici, c'est souvent associé à la dyspraxie, vu que l'écriture est une praxie. Donc ce sont des enfants qui ont une écriture illisible, on met souvent attention aux soins sur la feuille. Ils écrivent très lentement, ils ont des douleurs quand ils écrivent aussi. Ils vont avoir une mauvaise tenue du crayon ou alors même une crispation qui crée donc cette douleur. Et voilà. Donc il y a également la dyscalculie, où là ce sont les enfants qui ont des difficultés avec les nombres et les calculs. Tout ce qui est dénombrement, ils ont tendance à compter sur leurs mains. Ils vont lire 26 au lieu de 62. Ils ne parviennent pas à retenir l'étape de multiplication, même si on s'entraîne tous les soirs. Ça ne rentre pas. Et il peut y avoir aussi des difficultés au niveau orientation visio-spatiale qui est difficile, et tout ce qui est aussi en géométrie. Alors, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble neurobiologique caractérisé par des difficultés attentionnelles. C'est des enfants qui ont des cris très distraits dans la lune, avec, mais pas toujours, de l'impulsivité. Alors moi, j'aime bien parler du fameux gendarme, parce qu'il peut y avoir de l'impulsivité cognitive ou motrice. Et le gendarme, c'est celui qui nous permet de contrôler notre corps et contrôler ce qu'on a à dire. Et ces enfants-là, ils ont tendance à faire ou dire, et puis réfléchir à ce qu'ils ont fait ou dit, et ils se rendent bien compte qu'ils n'auraient peut-être pas dû, mais c'est trop tard. Le gendarme n'était pas là pour leur dire stop. Il y a également, mais pas toujours non plus, de l'hyperactivité. Et l'hyperactivité, là, c'est la bougeotte. C'est des enfants qui ont tendance à demander plusieurs fois pour aller aux toilettes à l'école, qui vont se lever pour aller tailler 10 fois le crayon alors qu'il est très bien taillé. C'est juste parce qu'ils ont besoin de se lever et de bouger. Alors, voici quelques signaux d'alerte, mais c'est vraiment très restrictif. Donc ils ont tendance à être distraits, à ne pas écouter, ils ont du mal à planifier, à organiser, ils oublient beaucoup. C'est des enfants qui oublient toujours le sac de gym ou la boîte à tartines. Ils ont tendance à couper la parole ou à répondre avant la fin de la question. Donc c'est des enfants aussi, sur les feuilles de contrôle, on voit souvent « tu n'as pas lu la question ». Ils ont commencé, ils ont cru qu'ils savaient, ils ont foncé et en fait ils n'ont pas lu jusqu'au bout. Ils changent rapidement d'activité, ils ne savent pas rester longtemps sur la même tâche et ils bougent exagérément. Alors, il y a également le haut potentiel, qui est en fait des personnes qui ont un fonctionnement cérébral assez particulier. Ils ont un décalage par rapport à la norme, comme on appelle ça, les enfants de leur âge, ou les adultes, ou les adolescents de leur âge. Ils sont très, très, très sensibles. Ils ont tendance à avoir un grand sens de la justice. Ils sont très curieux, ils posent énormément de questions. Ils ont une bonne mémoire et une grande capacité de mémorisation. Notez que ce n'est pas parce qu'on est haut potentiel qu'on réussit tout et que tout va bien. On peut être haut potentiel et présenter un trouble 10. Et c'est ça qui est parfois difficile aussi à détecter, c'est qu'on a un enfant qui, au niveau verbal, s'exprime très bien, utilise des bons mots de vocabulaire par rapport à ce qu'on attend normalement à leur âge, et pourtant ils peuvent avoir une dyspraxie et être totalement maladroits, mais ils arrivent à compenser par le verbal. Donc avec toutes ces informations-là, on a essayé vraiment c'est un peu réducteur ce qu'on a fait, mais on essaie vraiment
de vous montrer le plus gros. Donc, qu'est-ce qu'on peut en ressortir en fait de ces troubles d'apprentissage? Ils ont un QI dans la moyenne en fait, ces enfants-là. Ils sont pas plus bêtes que les autres. Et c'est parfois c'est difficile à comprendre parce que ce sont les troubles qui les bloquent. C'est pas au niveau du QI que ça bloque. C'est un diagnostic durable, donc comme tout à l'heure je vous avais dit, c'est un trouble. Il faut faire la différence avec la maladie. Un trouble, ça ne se soigne pas, ça ne se rééduque pas. Ils vont rester dyspraxiques, dyslexiques, dyscalculiques toute leur vie. Maintenant, on sait adapter et les aider. C'est rarement un trouble seul, donc vous n'allez rarement trouver juste un enfant dyscalculique, juste un enfant trouble de l'attention. Ça s'additionne souvent. Alors, quand ils ont de la chance, ça s'additionne par deux. Donc, ils ont un trouble de l'attention avec de la dyscalculie, mais parfois on retrouve vraiment des enfants avec on les appelle les multidys. Donc, ils ont vraiment toutes sortes de difficultés. Vous avez généralement un trouble primaire, qu'on dit, et après les troubles associés. Et alors donc comme le QI est très bon, ils arrivent facilement à compenser ces enfants-là. Et donc ils sont très intelligents, ils vont compenser. C'est pour ça qu'en fait on les diagnostique assez tard. On les diagnostique généralement début primaire, voire même 8-9 ans, parce que ce sont des enfants qui ont tellement bien compensé tout au long qu'on n'a rien vu. Et à un moment, l'obstacle est tellement grand qu'ils n'arrivent plus à le surmonter. Et là, ça arrive vraiment. Là, on se dit oh là là, il y a un gros souci. Le souci, il est là depuis le début, donc il faut vraiment être hyper observateur avec ces enfants-là. Et donc, comme on a essayé de vous expliquer depuis le début, c'est vraiment, dans la plupart des cas, de grosses difficultés au niveau d'automatiser, soit automatiser un geste, la lecture, l'écriture, etc., des règles. Donc voilà, ici c'est un bref petit rappel de petit exemple d'un enfant dyspraxique. Donc comme Clara vous l'a expliqué tout à l'heure, la dyspraxie c'est un dysfonctionnement au niveau des praxies. Les praxies ce sont des gestes appris à différents moments de notre vie, mais c'est des gestes qu'on a dû nous apprendre. Donc par exemple manger avec nos couverts, dans d'autres pays on apprend à manger avec des baguettes. Voilà. Et donc, dans le cas de la dyspraxie, c'est une panne dans la planification et l'automatisation des gestes, pour faire les lacets, comme on l'expliquait tout à l'heure, ou découper bien sur la ligne, c'est des choses qui sont difficiles. Alors ici, on a un petit exemple de Julie, qui est dyspraxique et qui, du coup, a également une dysgraphie. Je vous le lis brièvement. Julie est une élève appliquée en classe. Elle veut écrire parfaitement et soigneusement, et elle y parvient. Elle a passé toute son énergie dans la calligraphie, dans l'orthographe aussi. Elle n'a en fait rien pu comprendre de ce qu'elle écoutait, ou la moitié. Tandis que d'autres ont de suite compris la consigne dictée et ont commencé à y réfléchir, Julie est perdue et doit se relire. On la trouve peu participative en classe, sa lenteur bientôt la pénalisera dès que le rythme s'accélérera. Elle n'a en rien automatisé l'écriture et restera en double tâche. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Julie, qui a une dyspraxie, on aura beau l'entraîner à écrire, ça n'améliorera pas son écriture. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui est myope d'enlever ses lunettes et de s'entraîner à voir. Ça ne fonctionnera pas, il ne verra pas mieux. C'est pareil avec les enfants à trouble 10. Il faut du coup mettre d'autres aménagements en place. Pour le myope, on donne une paire de lunettes. Pour le dyspraxique, ce sera autre chose. Alors, pour notre petite Julie ici, les conséquences de cette double tâche à l'école où on est énormément dans l'écriture, ça va être une fatigabilité très intense. Et donc c'est des enfants qui reviennent de l'école pour faire des devoirs qui durent normalement 15 minutes, ils en mettent 3 heures parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'il faut les tirer. Et donc voilà. Ça peut donner une fausse impression de troubles de l'attention, qui sont distraits. C'est des enfants qui commencent à bien faire les exercices au début de la feuille et puis boum, 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 des bêtes erreurs, comme on appelle ça, apparaissent. Mais en fait, c'est parce que leur batterie, si je puis dire, au niveau de la concentration, s'utilise plus rapidement que leurs camarades de classe. Et parfois, malheureusement, ça engendre des échecs scolaires, parce que l'enfant est dans la capacité de réfléchir, de mémoriser, de comprendre et de faire des liens. Et c'est ça qui est important, en fait, de comprendre, c'est que quand on est dans le cas d'un trouble 10, les enfants... les fonctions au niveau du bas de niveau en fait ne sont pas automatisées. Donc par exemple, lire, écrire, compter, s'exprimer, réaliser sont des fonctions cognitives dites de bas niveau. Dans le cas de notre petite Julie, elle ne parvient pas à réaliser un geste et donc du coup, elle ne parviendra pas non plus à passer aux tâches cognitives dites de haut niveau, c'est-à-dire raisonner, abstraire, comparer, analyser, planifier, mettre du sens.
Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de bien comprendre, surtout pour les enseignants et les parents qui sont autour de l'enfant, c'est de mettre des choses en place pour que l'enfant puisse ne plus être bloqué au bas niveau et pouvoir passer du coup à ce qu'on attend au niveau du haut niveau. Et donc je vais laisser Clara expliquer un peu les différentes aides techniques qui existent. Ça va être très bref, comme on vous l'a expliqué, parce qu'on n'a pas énormément de temps ici, mais on espère pouvoir faire du coup une autre conférence où on va expliquer davantage tout ce qui est aménagement raisonnable. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, moi en tant qu'ergothérapeute, c'est un travail qu'on fait souvent en collaboration avec les écoles. Donc c'est vraiment proposer des aménagements. Donc je ne sais pas s'il y a des instituts ici, mais vous n'êtes pas seuls, on est là. Donc je vais un peu on a fait vraiment grosso modo pour essayer de vous éclairer un peu sur la question. Maintenant il y a plein de choses qui se font. Donc on va commencer par supprimer la double tâche. Pourquoi? Parce que vous avez des enfants qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps, qui n'arrivent pas à automatiser je vais y arriver, des tâches, et donc ils vont toujours être en concentration sur deux tâches, comme on vous l'a expliqué. Donc le principe pour aider ces enfants, c'est de supprimer une de ces doubles tâches. Donc j'ai pris un exemple aussi, je trouve que c'est quand même plus parlant, de Louis qui a 8 ans, qui lui est dysgraphique, et alors c'est le jour de la dictée. Alors, qu'est-ce qu'on demande quand on fait aux enfants des dictées? On ne demande pas juste d'écrire la dictée, on demande plein de choses. C'est des demandes implicites. Donc, il y a le geste graphique, donc savoir bouger son poignet pour réaliser le A, le B, le C, enfin les lettres. Que ce soit lisible, parce que si l'institutrice n'arrive pas à lire, c'est 0. La vitesse, il y a un rythme quand même que la classe suit. Donc ça, c'est toute cette vitesse. Le soin, il faut que ce soit propre. Alors on commence bien en haut à gauche, on va bien jusqu'au bout de la feuille, donc on demande déjà ça en plus. On demande de vérifier l'orthographe, parce que la dictée c'est quoi, on évalue quoi? On évalue l'orthographe. Donc on demande une bonne orthographe. L'organisation de la feuille, avoir le titre bien au centre, là commencer à gauche comme je disais, toujours bien aller jusqu'au bout et revenir en dessous, donc organiser une belle feuille. Et la mémorisation, parce que madame va peut-être un peu plus vite que l'enfant, donc il va devoir écouter ce que madame dit, le mémoriser pour continuer à écrire et suivre le rythme. Donc ici, Louis, qu'est-ce qui se passe comme il est dysgraphique, qu'on lui met un crayon en main et on lui demande, écris comme les autres ta dictée, la dysgraphie, il y a un impact sur le geste graphique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas fluide, c'est pas automatisé ce geste, donc il y a un problème là. La lisibilité, il écrit soit tout petit, soit que les lettres vont se superposer, c'est super compliqué pour lui. Et la vitesse, parce qu'il va mettre tellement d'énergie dans les deux premiers, là, que la vitesse va pas suivre. Et alors Louis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre toute son énergie, parce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'énergie qu'on met là-dedans, il va mettre toute son énergie dans la lisibilité et avoir le bon geste graphique, qu'ils ont vraiment en lien. Et donc, il va sûrement pas suivre. Et ça, c'est le problème aussi chez les enfants dysgraphiques, c'est qu'ils écrivent très lentement. Mais alors, il va mettre toute son énergie, il va faire la bonne volonté pour que son institutrice lui dise « Ah, j'arrive à te relire ». Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toute son énergie sera passée dans ces trois points-là, et il va oublier le reste. Et encore, ce sera peut-être pas bien fait, ces 3 points-là, mais alors l'orthographe, qu'est-ce qu'il va avoir à sa dictée? Il va avoir 0. Pourquoi? Parce que toute son énergie a été là-dedans. Il était tellement fatigué qu'il n'a pas su faire attention aux soins, à l'orthographe surtout pas, parce que c'est super compliqué l'orthographe, l'organisation de sa feuille, et il va peut-être oublier des mots aussi. Si c'est soit des petits mots que vous citez, ou alors ce sont des phrases, vous pouvez remarquer qu'il oublie des mots. Donc il aura 0. Pauvre Louis. Alors qu'est-ce qu'on va proposer ici? Comme Louis est dysgraphique, c'est qu'il y a vraiment un trouble, on va proposer des aménagements raisonnables, que je vais vous montrer. Donc maintenant je vais vous mettre donc des aménagements raisonnables, mais ce qui est super important dans l'aménagement raisonnable pour les enfants avec des troubles d'apprentissage sont les repères visuels. Tout ce qui est un peu abstrait pour eux c'est un peu compliqué. Quand on vous dit oui va sur la marge en haut à gauche, suis les lignes, je ne sais pas si vous voyez les feuilles maintenant. Les feuilles c'est quoi? C'est des feuilles blanches avec les lignes bleues très très claires. On ne les voit pas toujours. Donc les enfants, ils ne les voient pas. Donc voilà ici par exemple, on appelle ça le chemin des souris. C'est un truc que vous trouvez gratuitement sur internet. Alors c'est des codes couleurs, c'est très très visuel.
Parfois c'est un peu kitsch, mais ça aide vraiment les enfants. Alors on a au niveau vertical, on a la ligne verte et la ligne rouge. Pourquoi? Parce qu'on explique aux enfants, c'est comme la voiture. Papa, maman, et la voiture, elle avance quand le feu est vert. Donc on commence au feu vert. Et la voiture, elle continue, jusqu'à la ligne rouge. Le feu est rouge, on s'arrête et on recommence à la ligne d'en dessous. Donc ça, c'est pour les verticales. Pour les horizontales, ça, c'est le chemin des souris. Et en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais ici, c'est la ligne bleue, le ciel. C'est hyper visuel pour les enfants. Donc le ciel, puis alors on a une ligne verte qui s'appelle l'herbe, la ligne brune qui s'appelle la terre, et la ligne rouge, c'est la lave. Parce que dans le centre de la terre, il y a la lave. Et en fait, ce sont des repères visuels pour écrire, en fait, entre l'herbe et la terre. On va écrire les petites lettres, le A, le C, le E. Et donc, on commence toujours à la terre, et puis on va écrire sa lettre A, sa lettre E. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'essaie de le faire. Ensuite, on va faire les grandes lettres, les lettres qui montent. Elles montent où? On monte au ciel. La lettre B, la lettre L, la lettre H, elles vont monter jusqu'au ciel. Donc, on commence bien à la terre et on monte jusqu'au ciel. Pour les lettres basses, c'est la même chose, comme le G, le P, le Q, et ben elles vont commencer ici, on va faire le petit rond par exemple pour le Q, et puis on va redescendre jusqu'à la lave. Et pour la lettre un peu plus pénible, le F, elle monte jusqu'au ciel, jusqu'à la lave. Et elle descend jusqu'à la lave. Donc ça, c'est super visuel pour ces enfants-là. Alors maintenant, ça ne va pas guérir la dyspraxie et dysgraphie, mais ça va les aider, sinon pas une autre aide. Donc voilà, ça c'est vraiment ce genre de truc repère visuel. Mettre des gommettes quelque part, fluorer, aussi, ça peut vraiment aider tous les enfants. Donc les aides techniques, donc on vous a mis un gros panel, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a par exemple ici les pictogrammes. Alors il faut faire très très attention parce que ça dépend vraiment des enfants avec qui vous utilisez ça. Les pictogrammes, ça va être concret pour certains, mais alors pour d'autres, en fonction de leurs troubles, il ne faut pas utiliser les pictogrammes par exemple. Il faut faire attention avec qui vous utilisez ça. Mais les pictogrammes, c'est vraiment pour illustrer, repères visuels, les consignes par exemple, ou alors additionner des consignes. D'abord, tu vas mettre ton manteau au porte-manteau, puis tu rentres en classe, tu sors ton journal de classe. Après, tu le mets sur le coin de ton banc, tu prends ton cahier de dictée. Voilà, tout ça, ça peut se faire par pictogramme parce qu'un enfant, à un moment, il va vous retenir un truc, mais ne demandez pas qu'il vous retienne 50 trucs. Et c'est hyper utile, pas que pour les enfants qui ont des troubles, donc il ne faut pas les stigmatiser à le mettre, tiens, je mets ça sur ton banc, ça t'aidera. Non, ça peut aider vraiment tous les enfants. Travailler à l'oral. Par exemple, ici, c'est vraiment là où je vous disais de faire attention. Pour la plupart des 10, ça va être super. Faire des évaluations à l'oral, passer par l'oral, le canal oral est vraiment à favoriser. Sauf pour les dysphasiques. Si vous avez un enfant qui n'arrive déjà pas à parler, ne lui demandez pas en plus de l'évaluer sur sa parole. Donc ça, c'est très important. Mais voilà, l'oral, ça fonctionne très bien. Vous vous rendez compte sur papier et crayon que ça ne fonctionne pas bien. Il fait plein d'erreurs, il a toujours 0. Essayez à l'oral. Juste pour voir si c'est vraiment les connaissances ou si c'est vraiment le trouble qui empathie sur ces points. La calculatrice, alors ça on en a tous une chez nous, c'est un super aménagement raisonnable. Pourquoi? Pour les enfants, pendant les calculs. Alors vous allez me dire, oui mais c'est un peu de la triche. Alors là il faut faire super attention à ce que vous évaluez pendant les compétences qui sont évaluées pendant les tests, pendant les examens, etc. Ne venez pas mettre des points en moins sur l'orthographe si vous êtes en train d'évaluer la compréhension à la lecture. C'est pas l'orthographe qu'on vous a demandé. Donc l'enfant, laissez-le tranquille avec ça. Calculatrice, si vous n'êtes pas dans le calcul mental, si vous êtes dans les problèmes par exemple, laissez-le avoir sa calculatrice. Vous n'évaluez pas la logique du calcul mental, vous évaluez sa logique à résoudre ce problème. Alors ici, on a aussi les iPads et les tablettes. Alors ça arrive à grands pas. Comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est vraiment dans quoi je suis spécialisée puisque j'ai beaucoup de demandes. Si vous voulez, je vais faire ma petite pub, mais chez Simila, vous pouvez scruter la page et on fait des formations pour apprendre à utiliser l'outil comme les enfants vont l'utiliser en classe.
On a aussi alors, tout ce qui est technique pour utiliser les gabarits. Alors ceci, c'est vous trouvez ça gratuitement pour les ordinateurs. Le cartable fantastique, alors il vous propose de mettre lui-même, l'ordinateur va mettre lui-même le calcul écrit, alors avec un code couleur, toujours, on revient toujours à quelque chose de visuel, mais en plus bien aligné. Ce que vous pouvez faire si l'enfant n'a pas d'ordinateur, pas de tablette, c'est simplement imprimer ça, lui plastifier ou lui donner directement comme ça, et vous l'aidez tellement, parce qu'au niveau visio-spatial, ça peut être très très difficile, par exemple chez un dyspraxique. Mettre en évidence, voilà, vous voyez, il y a des couleurs, encore une fois, enfin, on revient vraiment aux couleurs. Et vous voyez, ici, on a un barre et une parce qu'il faut vraiment favoriser la qualité au lieu de la quantité. Si l'enfant a 20 calculs à faire et qu'il fait bien les 5 premiers, ben, tant mieux. Et ne demandez pas. Et les parents vous remercieront aussi parce que c'est vraiment très, très fatigant pour eux. Utilisez tout ce qui est arrangement au niveau de l'espace, comme... j'essaie de parler en même temps dans le micro. Comme les abacs, par exemple. Vraiment quelque chose avec des colonnes. Colonnes à double... Enfin, les tableaux à double entrée, évitez, bien évidemment. Mais juste se repérer dans une colonne, ça permet à se structurer. On a tout ce qui est règles de lecture ou des caches. Donc voilà, ici, pour les enfants qui ont difficile à se repérer sur leurs feuilles, si alors vous n'avez pas réussi à aérer, à avoir une belle feuille avec une grande police, vous pouvez soit, donc il lit et descend le cache, enfin ici la règle, à chaque phrase, et ici il y a vraiment juste la phrase qui est mise en évidence et ça supprime toutes les distractions pour l'enfant, parce que ça au niveau de distraction, ils sont forts aussi à se perdre. Un plan incliné. Pourquoi? Parce que les enfants ont tout ce qui est espace, c'est très compliqué, comme vous pouvez l'entendre. Passer du plan vertical du tableau au plan horizontal du banc, ils se perdent, c'est super compliqué. Alors nous, on se rend pas compte parce que c'est hyper naturel pour nous. On le fait ça, les yeux, pas les yeux fermés, mais presque. Mais voilà, c'est très très facile, on se rend pas compte. Mais pour eux, aller lire la ligne et puis se repérer, mince, où j'étais dans mon texte, où est-ce que j'étais dans le journal de classe, je sais plus, je me perds. J'écris pas le bon devoir au bonjour. Donc voilà, vraiment relever, ça leur permet de garder le même plan. C'est déjà plus facile. Il y a tout ce qui est aussi aménagement au niveau des outils scripteurs. Hein. Alors, vous trouvez ça facilement dans le commerce. Il ne faut pas toujours aller chercher trop loin. Comme par exemple aussi les tailles crayons, juste adaptés aussi pour gaucher et droitier. Parfois, c'est ça aussi qui bloque. Vous avez tout ce qui est manchon, alors qu'on peut adapter. Il faut tester avant de l'imposer à l'enfant parce que c'est vraiment changer toute sa façon d'écrire. Parfois, c'est dérangeant pour les enfants. Moi, j'en ai beaucoup au cabinet qui me disent « Ah ben non, j'aime pas, j'ai mal. » Parce qu'il faut qu'ils s'habituent, mais il faut qu'ils trouvent aussi le bon. Pour la gomme aussi, hein, par exemple, juste ajouter un petit... pour venir prendre en pince un peu plus loin, c'est quand même plus facile pour ces enfants. Vous avez tout ce qui est règle à poignée, hein, parce que quand vous utilisez votre règle, c'est quoi? C'est mettre les doigts en araignée, qu'on appelle ça, et tenir la latte, donc mettre une certaine force, etc. Mais les enfants, ils perdent cette force, et la latte, elle vient comme ça, enfin, très compliqué. Donc vous avez soit la poignée, hein, c'est une prise plus globale, donc beaucoup plus simple pour les enfants. Ici, vous avez par exemple des antidérapants, donc si la latte bouge, la feuille bouge avec, donc c'est pas trop grave encore. Les petites poignées sur nos équerres, ou alors des lattes avec aussi, vous avez des petites poignées où la prise est plus grossière, puisque la motricité fine est beaucoup plus compliquée pour eux. Alors vous avez vraiment du matériel super adapté, donc ceci c'est un compas, ça s'appelle un tamographe. Donc vraiment, on change l'idée du compas où il faut être super précis. Je sais pas, moi j'ai déjà raté plein de fois mes cercles parce que c'est quand même pas facile. Imaginez avec quelqu'un qui a des difficultés au niveau de la motricité fine. Vous avez tout ce qui est les ciseaux adaptés. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors ici par exemple on a des ciseaux avec 2 trous. Ben, c'est pour que l'institutrice ou le thérapeute ou les parents viennent mettre leurs doigts avec l'enfant. Ici c'est le ciseau reste ouvert, donc il a juste à presser comme sur une balle. Et donc là, vous avez les ciseaux un peu plus ordinaires. Enfin voilà, vous avez toutes sortes de ciseaux ici. Vous avez
aussi ceci, on ne le voit pas bien, mais c'est vraiment, ça ressemble pas à une paire de ciseaux, mais c'est juste pour venir couper la feuille. Vous avez le time timer, ou tout ce qui est gestion du temps, c'est difficile pour eux. Alors, un bon aménagement raisonnable, c'est d'augmenter le temps pour ces enfants-là, leur laisser un peu plus de temps pour finir une interro, un examen ou un exercice. Et vous avez le time timer. Alors ça, c'est un peu à double tranchant. Il y en a que ça stresse, il y en a que ça stresse pas. Donc ça, c'est vraiment à tester avec les enfants. Mais en fait, toute cette partie rouge-là va diminuer au fur et à mesure que le temps diminue. Et donc, c'est encore une fois extrêmement visuel pour l'enfant. Quand il reste 5 minutes, il y a juste cette petite partie-là rouge. Et là, il se dit, ouf, oui, j'ai plus beaucoup de rouge, il faut que je finisse. Il y a tout ce qui est aussi horaire qu'on peut mettre en place avec les enfants pour que ce soit, qu'ils aient un rituel. Et s'il y a des changements, bien les prévenir pour qu'on ne fasse pas des surprises en classe, quoi. Et qu'ils s'attendent à une journée, enfin qu'ils comprennent la journée, qu'ils connaissent la journée qui arrive. Et des petits sabliers aussi, les sabliers, vous trouvez ça dans des jeux de société, peu importe, ça coûte moins cher et c'est tout aussi efficace. Alors ici, ce sont des fiches faites par l'enseignement.be. Vous les trouvez gratuitement, vous pouvez les télécharger. Et alors, ce sont des super fiches qui sont faites qui vous expliquent. Alors, vous avez tous les troubles d'apprentissage et d'autres pathologies qui vous expliquent quelles sont les difficultés de l'enfant, qu'est-ce que je peux remarquer, mais aussi qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça. Donc, ça fait vraiment le lien. L'attitude de l'instituteur, ça passe par l'attitude de l'instituteur, la prise de notes, toutes ces choses-là. Enfin, c'est très très bien fait et c'est gratuit sur Internet, juste à télécharger. Alors vous avez le dossier qui est très très complet ou alors juste une petite feuille qui est bien succincte et bien résumée. Et voilà. Je suis un peu petite. Donc voilà, ici on va faire un petit lien avec Caroline sur l'handicap moteur. Donc ici on voit Julie et Pablo, de l'Odyssée de Julie et Pablo. Et ici, donc en fait, on voit ici des petits contacteurs. Donc c'est un petit contacteur ici où on appuie, donc on enregistre les messages, on appuie et donc ça dit oui, et l'autre ça dit non. Donc de nouveau visuellement avec des couleurs, que l'enfant est plus facile. Et donc, cette petite fille travaille chez son ergothérapeute où on lui apprend d'abord, elle a un handicap moteur, donc on lui apprend à bouger son bras et on lui dit, va appuyer sur le bouton oui et elle fait le mouvement après un certain nombre de séances, elle arrive à faire le mouvement. Et puis, je veux le mettre, moi, en application un petit peu chez moi, donc il s'agit de ma fille, et je lui pose des questions et puis je vois qu'elle est complètement à côté de la plaque. Et je me dis, tiens, comment ça se fait? Donc je vais chercher alors des questions un petit peu plus simples. Donc Julie, elle a 10 ans, elle sait lire, elle sait faire des calculs, et je lui demande, est-ce que tu t'appelles Julie? On sait qu'elle a la réponse, et là elle dit non. Et puis je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc je vais vers des questions un peu plus concrètes. Est-ce qu'il y a une pomme sur la table? Et puis, donc voilà, c'était pas très une fois oui, une fois non. Et donc, quand je demande l'explication à son ergothérapeute, donc elle m'explique tout ce que les demoiselles viennent de vous expliquer. Donc voilà. Ici, donc, c'est mon fils, mais c'est pour illustrer pour un autre petit élève que j'ai eu. Donc, notre but, c'est vraiment de vous montrer que tout ce qu'elle vous a expliqué avant, ça marche aussi dans le handicap moteur. Et ça fait que nous ne les comprenons pas bien et ça ne leur donne pas l'accès à la communication. Et puis on pense qu'ils ne comprennent rien, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, par exemple, c'est un petit élève qui fait très bien oui ou non de la tête quand on lui pose une question spontanée. Par exemple, est-ce que tu veux du chocolat? Tu veux aller dormir? Et chaque fois, c'est très cohérent. Donc le geste est bien acquis. On se dit, on peut s'y fier. On va lui demander, est-ce que 1 plus 1 égale 2? Et le lendemain, on lui demandera, il fera, est-ce que ceci est rouge? Donc, et c'est vraiment, l'institutrice a remarqué que c'était vraiment aléatoire. On a l'impression qu'il répond au hasard. La moitié du temps juste, la moitié du temps faux. Si je pose la même question à ce petit élève avec une commande oculaire, donc une caméra qui capte ses yeux, qui regarde sur l'écran, qui remplace la souris, qui regarde sur l'écran donc où ses yeux regardent et qui capte,
eh ben, on voit qu'ils savaient répondre correctement à toutes ces questions-là et bien plus difficiles. Donc c'était bien la preuve que le geste qui semblait automatisé ne l'était pas. Il était acquis, mais non automatisé. Nous avons la même chose avec les oui et non oraux. Une personne qui dit bien oui ou non, quand il y a un handicap moteur, hein, elle peut dire oui ou non et le sortir facilement, il ne faut pas toujours s'y fier. Donc nous, avec l'ASBL, c'est ce que nous faisons. Nous regardons, nous cherchons avec les enfants et les adultes quel est leur geste automatisé avec lequel ils peuvent désigner pour vraiment bien pouvoir leur apprendre à communiquer et les apprentissages scolaires. Donc voilà, c'était juste pour vous faire le petit lien et pourquoi ce thème de gestes automatisés double tâche est fort important pour nous. Donc voilà, ici simplement pour terminer cette petite conférence, le but de cette conférence était de vous sensibiliser aux besoins spécifiques de chaque enfant ayant des troubles des apprentissages. Et donc cette image est fort connue et parle d'elle-même. On voit à gauche 3 enfants qui doivent regarder le même match et pour une question d'égalité, ils ont tous les 3 le même dispositif. Mais pourtant, il y en aura un qui ne pourra pas regarder le match. Et on voit que l'image à côté, on donne des dispositifs différents en fonction de l'enfant et qui pourront tous participer à l'activité et voir le match. Et c'est la même chose pour les apprentissages. Certains enfants ont besoin d'aménagements et de dispositifs différents pour pouvoir avoir accès aux apprentissages. Voilà, c'était le but de cette conférence et j'espère que vous avez vraiment bien compris le message. Ici, on vous a simplement joint quelques petits livres intéressants troubles 10 et notamment des sites internet. Donc il y a le site optoys.fr où vous avez vu pas mal de photos ici précédemment, qui est très bien fait. Voilà, parfois on peut trouver ce même genre de matériel en grande surface. Il y a le cartablefantastique.fr. On peut télécharger du coup les canevas que Clara vous a montré tout à l'heure pour faire les calculs écrits, pour écrire dessus avec les lignes. C'est sur cartablefantastique.fr, c'est gratuit. Et il y a aussi matériel10.com où on peut trouver pas mal de matériel à commander. Donc voilà, c'est l'heure des questions. Est-ce que je peux d'abord vous féliciter et vous dire que ce qui est bien compris s'énonce clairement, vous en avez fait la preuve.